Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité où on a toujours ce petit doute, y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas de son quand on va dire bonjour. Bonjour à toi mon cher Kerr. Salut Bigby. On est là pour parler donc de la critique en live. Et ben alors, je vais peut-être t'étonner, mais j'ai trouvé que c'était un des épisodes les plus émouvants de la série. J'ai vraiment été touché par cet épisode à plusieurs reprises. Alors, globalement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on sent vraiment que la fin arrive et tu sais qu'il commence à se retourner vers ce qui s'est passé un peu précédemment. Et comme les épisodes qui vont arriver vont être des épisodes intenses, on n'en doute pas, et ben là c'était un épisode un peu plus calme. Donc c'était le moment de nous faire des clins d'œil sur les saisons précédentes. Alors que ce soit, on évoque le roi fou, on évoque Viserys et les seigneurs, tu sais, qui l'attendaient en disant ah là, vivement que vous repreniez le trône à la place de Robert. Il y a Littlefinger et son amour pour Catelyn. Il y a la statue de Ned. Tu sais, on voit à un moment donné une statue de Ned. Il y a Arya et Nymeria, bien évidemment. Il y a Jorah et son père. Enfin, il y a la relation entre Tyrion et Jon. Bref, il y a plein de petits trucs qui font que cet épisode, je trouve, transpire l'émotion. Et alors, la scène que j'ai trouvée la plus stylée concernant justement ce côté un peu émotionnel qui m'a beaucoup plu dans l'épisode, c'est le moment où Jon donne les rênes de Winterfell et même du Nord à Sansa, parce que c'est plein de symboles. Il y a énormément de symbolique dans cet épisode. Et puis en dehors de ça, les choses avancent bien, avec notamment cette bataille navale qui, ma foi, est plutôt réussie, même si pour moi elle reste anecdotique dans l'épisode. Et toi, t'en as pensé quoi? Bon épisode. Bon épisode, très sympathique. Toujours. Pourquoi est-ce qu'ils font toujours aussi dégueu avec Sam? Il a Oui. toujours la séquence la plus pourrie de l'épisode. de l'épisode. Ouais. J'ai trouvé qu'on était passé rapidement sur plein de choses, mais qu'on était bien passé. J'ai pas compris pourquoi on avait passé autant de temps sur Grey Worm et tu vois, Et Miss Sunday? et Missandei sur globalement sur le projet, sur la série. Donc je ne sais pas. Le truc, c'est que je suis un petit peu perturbé parce que visiblement il y aurait quelques petits lags sur le stream. Mais bref. Donc du coup, ce que je disais, c'est que j'ai trouvé cet épisode très bien. Après, je pense qu'au final, ce qu'on retiendra peut-être le plus, c'est tout ce qui s'est passé avec Daenerys, parce que si tu fais le point, elle a eu la première fois où elle parlait avec la reine des épines, elle a eu la première fois où elle parlait avec la reine des aspics, elle a eu le premier moment où elle parlait vraiment à Viserys, et on a eu également le premier moment où elle parle à Mélisandre. Ah, Avaris, À tu veux Varys. dire. Ouais. À Varys. Ouais. Et donc du coup, on est globalement, enfin c'est cette partie de l'histoire qui avance. Et malheureusement, quand on voit comment se passe la scène du naufrage, des naufrages successifs, on ne peut comprendre que pourquoi en fait beaucoup de personnages se sont plus dit au revoir que ils n'ont exposé leur avis. Donc voilà, un bon épisode d'exposition qui fait bien avancer les choses, même si je pense que sur une saison aussi courte, bon, un bon épisode. Un bon épisode, mais je suis plus intéressé par les différentes petites pastilles et qui sont sorties toute la semaine autour de théories de Game of Thrones. C'est Ouais. pour ça On que vous en parlera je suis d'ailleurs plus, sur la chaîne. Le petit filet, s'il te plaît. Alors, juste un petit mot sur le leak, puisqu'en fait, épisode 2, très différent du leak. Non, Bah, si. non. Ah, je t'assure, j'ai revu la vidéo où tu en parles à merveille. Non. En Mais, fait, si tu regardes les photos qu'il y a autour du leak, mais on ne parlera pas du leak, vous inquiétez pas. Enfin, on ne dévoilera rien. Non, c'est vraiment exactement ça. Il y a des éléments quand j'avais fait la vidéo préparation, enfin, sur le leak. En fait, il y a des éléments où il y avait des doutes un glissement entre épisode 2 et épisode 3. voilà, c'est ce que je voulais dire sans le dire. Et en fait, globalement, l'épisode est exactement, encore une fois, le leak. C'est l'angoisse. Alors, Pendant on qu'on remercie voit- Coach Michel sur le chat pour son don. Super chat. Merci à toi. Et c'est un sacré don. Et on remercie Ruben. également Ruben Andrade. Exactement. Leur soutien à la Andrade. chaîne. On va passer du coup à l'analyse point par point, j'ai envie de dire, avec donc un début sur Daenerys.
Alors, il y a plusieurs choses qui concernent Daenerys. Alors ça, c'est pas du tout pour maintenant, Daniel. Ça me fait marrer parce que c'est tellement vrai. Mais ça, on reviendra dessus après. Commençons par Daenerys. D'abord, la discussion qu'elle a avec Varys, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Alors, c'est un peu cohérent parce que c'est vrai que Daenerys n'allait pas forcément accepter toutes les personnes qui voulaient s'allier à elle comme ça, sans discussion, même si Varys a été très utile. On l'a vu avec Dorne et puis avec Au Jardin. Mais là, au moins, les choses sont dites entre Daenerys et Viserys. Bah, tiens, et Varys. Si Varys Varys, non Varys. Varys, c'est dans League of Legends. C'est vrai, j'aimais bien ce personnage quand je jouais à League of Legends. Notre ami Varys, il le sait, s'il trahit Daenerys, il va être brûlé. Tu me posais la question de qu'est-ce que je pensais de ce qu'avait dit, de la discussion entre Varys et Daenerys. Ben, ce que j'en pense, c'est que c'est peut-être un des premiers indices importants que la grande méchante de Game of Thrones, c'est Daenerys. Bah, tu sais que c'est ce que je me dis aussi. En fait, le truc, c'est que pour la première fois, Daenerys, il y a une vraie, il y a un vrai élément, il y a un vrai moment où elle nous dit, quand je serai méchante, si un jour je dérape, eh bien, du coup, n'hésitez pas à me le dire. Donc en fait, la série prend le temps de nous exposer que oui, il y aura des garde-fous, que oui, Varys est un garde-fou. Moi, je pense que c'est un vrai élément dont on se souviendra dans 1 saison et demie, quand elle pètera les plombs, quand elle voudra brûler des éléments. Et on voit à quel point Tyrion est surpris que Daenerys reprenne ses mots en disant « Je ne suis pas la reine des cendres ». Et au final, moi, je pense que tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment avant-coureur de l'importance de Daenerys. Je commence à avoir ma théorie sur qu'est-ce que va être le rôle des marcheurs blancs sur la fin de Game of Thrones. On va en parler dans la vidéo sur Bran qui sortira cette semaine, que je vous invite vraiment à regarder, je l'ai pas mal préparé. Mais je pense que du coup Daenerys va être le boss avant la fin, sans dévoiler la fin. Et merci à Mikoul également, qui soutient la chaîne. Alors revenons aussi... Tous les gens qui juste partagent la vidéo, c'est soutenir la chaîne, ne me comprenez pas mal. C'est une autre manière de soutenir qu'on apprécie également. Il faut donc maintenant revenons sur l'épisode. Donc outre le fait qu'il y a Varys et cette fameuse discussion, il y a quand même l'impact qu'a Tyrion parce qu'il est vraiment de conseil. Il la canalise en fait Daenerys. Et il y a toujours ce petit truc. Tu sais quand Daenerys écoute Tyrion et elle rajoute toujours le petit truc que Tyrion ne voulait pas, comme par exemple quand elle dit à Jon, envoyez le message à Jon, mais dites-lui que c'est pour ployer le genou. Et là ça braque un petit peu Tyrion, mais heureusement que Tyrion est à ses côtés parce que ouais. Et c'est pas le message qu'il envoie. Ben, c'est ce qu'il reçoit, lui. Non, il reçoit un message qui dit il y a Daenerys, elle a des dragons, mais il y a le petit clin d'œil. Exactement. Mais c'est pour montrer que c'est vraiment Tyrion. Parce que il avait des doutes. Autre chose, il y a bien évidemment l'arrivée de Mélisandre qui va poser énormément de problèmes. Alors, en elle-même, j'ai trouvé que dans l'épisode, elle apportait pas grand-chose. Mais en fait, elle arrive avec une valise pleine de problèmes. Parce que juste avant, on vient de dire que Jon et Davos, donc Davos va l'accompagner. Et là, ils vont donc retrouver Mélisandre à Père-Dragon. Comment va se passer la rencontre ? Ça risque de mettre le feu au barbecue. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, sur Daenerys, il y a aussi un truc qui m'a marqué. Bon, bien évidemment, il y a la discussion avec Olenna Tyrell, il y a la présence de Yara, de Dorne. Mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il prévoit la guerre, il n'y a aucun chef de guerre. Il n'y a pas le chef... Enfin, tu vois, à Dorne, il n'y a pas de chef de guerre. Les Hauts-Jardins, c'est Olenna Tyrell qui est là, mais où sont les généraux ? Enfin, ça m'a un petit peu perturbé. Mais globalement, j'ai trouvé que cette scène était bien, mais ça fait encore partie de ces fameuses scènes d'intro qui introduisent finalement ce qui va se passer militairement dans la saison, puisqu'on sait que là, pour le coup, on va manger de l'aspect militaire, en veux-tu, en voilà, et j'ai envie de dire tant mieux. Il y a une question sur le chat de Cyril Hubert qui nous demande si c'est bien Nymeria que nous voyons. Alors, et donc ça va nous amener à parler de Arya. Et j'ai envie de dire que eh bien, Game of Thrones, le compte HBO a tout simplement donné la réponse. Et ils ont dit quoi ? C'est Nymeria. Alors, il y a deux choses. Et comment est-ce qu'ils ont donné la réponse ? C'est-à-dire que quand ils envoient des extraits à la presse, et c'était Nymeria et Arya.
Ouais. Alors le truc sur Arya, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une scène qui pour moi est très importante, c'est la scène avec Tourte Chaude. Déjà, tu vois, le côté nostalgique est là puisque c'est un personnage. Comment tu t'appelles? Moi, je suis Tourte Chaude. Bonsoir. Alors autant on l'a pas vu beaucoup dans la série, mais dans le bouquin il est très important et il est notamment là dans les pires périodes de la vie d'Arya. Donc je pense notamment à sa captivité avec la montagne et toute la traversée qu'a pu avoir Arya avec Tourte Chaude et avec Gendry. Et lui, dans cette scène-là, il a un rôle qui est extrêmement important, puisqu'en fait, alors que la semaine dernière, on faisait des plans avec les Lannister et Ed Sheeran sur le fait que Arya, ayant entendu parler de famille, allait à Winterfell pour retrouver sa famille parce qu'elle avait été touchée, en fait, on découvre dans cet épisode que c'est juste parce qu'elle n'était pas au courant que Winterfell avait été libéré, que Jon était le roi du Nord. Et d'ailleurs, je suis assez étonné dans cette scène que Tourte Chaude ne lui disent pas que Sansa est également là et qu'elle est à Winterfell, qui lui donne pas plus de nouvelles finalement des survivants des Stark. Donc moi j'ai trouvé cette scène intéressante, puis arrive la fameuse scène du loup qui a une totale explication. Tu la veux? Je t'en prie, vas-y. Alors, la fameuse phrase qui a tiqué tout le monde, c'est à la fin, donc quand Nymeria s'en va, Arya dit « ce n'est pas toi ». Eh bien, ça ne veut pas dire du tout que ce n'est pas Nymeria, c'est une référence à ce que disait Ned dans la première saison, quand Ned lui parlait de son avenir. Il parlait de l'avenir de Sansa, où il la présenté dans des robes en princesse, et il avait dit à Arya « ce n'est pas toi », puisque en fait là c'est la même image, c'est-à-dire qu'Arya dit à Nymeria que ça n'est pas elle, parce que elle n'est pas là, finalement, elle n'est plus là pour suivre Arya, pour suivre les Stark, elle est là pour vivre sa propre vie. Mais il y a quelque chose qu'a dit George R.R. Martin qui est très important. Greux Martin, comme tu l'appelles. Greux Martin, j'aime beaucoup comme tu l'appelles. L'ami Greux Martin a dit, outre le fait que le prochain livre sortait dans un an, il a dit également que dans Game of Thrones, si on mettait des loups géants, c'était pas pour faire beau et qu'ils auraient une utilité. Donc moi, je suis absolument persuadé qu'on reverra Nymeria dans la suite de la série, et notamment avec ces autres loups. Mais on a une réponse à la fameuse question qu'on se posait la semaine dernière avec la vidéo trailer. Est-ce que c'était Nymeria dans le trailer? Eh ben la réponse c'est non. C'est pas du tout Nymeria dans le trailer, c'est un loup quelconque, puisque Nymeria apparaît après. Il y a le plan avec le loup, puis après il y a Nymeria qui arrive derrière Arya. Et ouais, j'ai bien regardé. Et t'as marqué cette scène ou bon, Bois, c'est sympa. Sacrément badass, Nymeria. En fait, je me suis demandé si elle allait lui tendre une petite gamelle, lui faire lui balancer un petit rondin d'arbre ou je ne sais pas, une branche, pour qu'elle court un peu et qu'elle gambade. Passons donc à une autre scène et une autre zone. Cersei et Jaime. Ouais, après on fera Jon Sansa, on l'a sauté ça. D'accord. Alors, Et donc, Cersei et Jaime, il y a deux scènes avec Cersei. La première, c'est celle où il y a trois scènes autour de Cersei et Jaime. La première, celle où ils discutent sur le trône. Mais vous, les nobles, c'est important, rebellez-vous avec moi. Je suis la vraie rupture avec l'ancien. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est moi. Et donc ça, c'est Cersei. Et après, Jaime va voir le père de Sam Tarly en disant « Mon gars, c'est toi qui seras le plus noble des nobles en trahissant tes souverains. » Ensuite, ça s'enchaîne avec la scène des dragons, la scène de l'arme anti-dragon. Tu sais que pour moi, Qyburn est le personnage le plus sous-estimé de Game of Thrones, parce que si tu suis un peu son passé, il a en fait toutes les raisons du monde d'en vouloir à Cersei et aux Lannister. Dans les faits, il est finalement leur plus grand soutien. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi Qyburn pourrait en fait leur poignarder le dos en mode Grima langue de serpent à un moment donné, parce que c'est quand même un petit peu étonnant que Qyburn suive autant les Lannister, mais dans les faits... Il lui a donné tous les pouvoirs. Oui, en effet. Ça, c'est déjà un bon argument pour le fait qu'il les suive. Mais ce que fait Qyburn depuis le début, c'est qu'il ne fait que donner exactement ce que a besoin Cersei. C'est-à-dire, il réanime la montagne, là, il trouve une arme contre les dragons de Daenerys. Enfin, c'est vraiment un personnage important. Et cette scène-là, à part nous apprendre que Cersei a de quoi shooter les dragons, voilà, enfin, on le sait qu'elle a de quoi shooter les dragons. On a tous vu le Hobbit, donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas à notre ami Jon? Ouais, ça me paraît quand même bizarre qu'elle ait une arme anti-dragon comme ça là. Ils allaient bien en créer. Enfin, les Targaryens ayant des dragons, les opposants ont bien dû créer des trucs. Ouais, mais il y a un truc qui cloche. Je vois pas
un dragon sauter comme ça sur l'arbre de Qyburn. C'est trop évident. Si on était au milieu d'une bataille, et là, t'as Qyburn qui lève sa cape noire et fait « Je suis un pervers !» et qui balance du coup des carreaux d'arbalète. Ça, c'est Game of Thrones. Mais il y en aura plein. D'en parler 8 saisons avant, enfin 8 épisodes avant, là, il y a un truc qui cloche. Mais ils font souvent ça, tu sais. Par exemple, avec le feu grégeois dans la saison d'avant, on avait parlé beaucoup avant du fait qu'il y avait du feu grégeois, et puis boum, ils l'utilisent dans le. Oui, mais pas du tout de la manière dont on avait pensé. Oui. Mais vraiment, jamais de la manière dont on avait pensé. Mais là, à mon avis, tout Port-Réal va être équipé de ces armes-là. Donc là, est-ce que Cersei ne va pas. Enfin bon, bref. Et le truc, c'est que du coup, il y a. Mais le personnage du père de Sam est devenu méga badass et méga important dans la série en un épisode. En fait. Alors qu'en fait, il l'a toujours été. C'est juste que la série nous a jamais montré à quel point il était important. Petite anecdote d'ailleurs, son frère a été recasté puisqu'en fait le mec qui jouait le frère de Sam, c'était le héros de la saison 1 de Unreal, c'était le bachelor de Unreal. Et en fait là, il a été remplacé par Tom Hopper, si je dis pas de bêtises, qui joue Billy dans Black Sails. Donc en fait, il a un des rôles les plus importants de Black Sails et là, il fait de la figuration parce qu'il a même pas une phrase à dire. Elbor, je suis d'accord avec toi. Game of Thrones. Il y a Elbor qui vient de dire un truc, mais je suis d'accord avec toi, mais je ne veux pas en parler. Ah. Alors passons maintenant à Jon Sansa. En fait, dans cet épisode, Jon, il a reçu des messages. Oui, je suis d'accord. Il fallait venir pour le live. Mais c'est un peu spoil. Jon reçoit beaucoup de messages comme quoi, malgré la situation de guerre que connaît Westeros, le courrier circule bien. Ses cheveux sont impeccables. Oui. Et il a la petite barbe rasée, laisse tomber. On dirait que Nan était resté ici pour lui tresser la barbe comme à la belle époque. Non mais vraiment, il y a un truc qui cloche. C'est vrai. Cet homme est regarde, c'est le roi, il son peut pas style être automne-hiver impeccable là. Ouais. Alors, il reçoit le message donc de Daenerys, on en a déjà parlé. Il reçoit aussi le message de Sam, et c'est donc ce qui justifie le voyage donc à Pendragon, parce que Jon lui n'a qu'une idée en tête, c'est protéger le royaume contre l'arrivée des marcheurs blancs, et donc il a besoin de Verdragon qui est donc dans les grottes de Pendragon, sous la montagne. On trouve décidément beaucoup de choses sous les montagnes dans le cinéma et les séries télé. Et donc voilà ce qui va emmener notre ami Jon là-bas. Mais revenons bien évidemment sur la scène avec Littlefinger. T'en as pensé quoi, toi ? Le petit accrochage entre les deux. Déçu. Ah ouais ? On attendait à extrêmement déçu parce qu'ils sont dans la fameuse crypte où on a... Merci Daniel. On est dans la fameuse crypte où on a à la fois la mère de Jon qui est en face de lui. On sait que Littlefinger est au courant et il trouve rien d'autre à lui dire que tu sais, je suis un pervers mais je kiffe ta meuf, enfin ta sœur. Et le truc c'est que ouais, ok. C'est bien Littlefinger, mais tu vas crever. Enfin là, il sert à rien du tout, quoi. En fait, les 2 premiers épisodes nous ont montré que il n'a plus d'influence, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais 2 surtout là, il développe une autre carte que je n'attendais pas du tout de sa part, c'est le fait qu'il est amoureux de Sansa en fait, parce que là, non seulement il n'a plus d'influence politique sur le jeu du trône, mais en plus il passe juste pour le lover de base. Qui est en friend list et qui va galérer jusqu'à la fin. Et ça, je m'attendais pas à ça de la part de Littlefinger, parce que ceux qui voyaient Littlefinger sur le trône de fer, après ces 2 épisodes-là, mais vous pouvez absolument plus l'envisager, quoi. Il s'est déjà fait ban, le mec qui faisait de l'autopromo. J'ai plus l'impression qu'il va, tu sais, avoir le récipicier du juge qui dit ne vous pointez pas à plus de 500 mètres de Sansa. Mais Sansa, elle l'ignore complètement. Parce qu'il y a un truc, moi, que j'attendais dans cette scène, c'est quand Jon s'en va, Littlefinger regarde Sansa qui est sur le balcon. Et Sansa ne le regarde jamais. Et la scène se termine. Et là, tu te dis, ouais, quand même, c'est assez vénère. Passons sur Sam qui soigne Jorah Mormont. Oui. Bon. Il le soigne. Il soigne Jorah Mormont. C'était la scène croûte de l'épisode. Et le truc, c'est que, est-ce que Sam va, du coup... Parce que Sam va soigner Jorah Mormont. Enfin, on sait tous qu'il va survivre. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il va survivre vraiment ? Bien sûr. Est-ce qu'il va pas repartir de la citadelle ? Un personnage comme Jorah Mormont qui revient. En plus, tu as le montage de Previously In au début des GOT en ce moment, et où tu rappelles que Daenerys lui dit Jorah, reviens quand tu seras guéri. Donc évidemment qu'il va revenir et qu'il sera guéri. Le truc, c'est que du coup, Sam qui guérit Mr. Jorah, est-ce qu'ils vont lui dire mais en fait, tu es du niveau d'un maître.
prends ces quelques anneaux et maintenant tu vas pouvoir aller dans la caverne secrète. Ou est-ce que il va se faire chasser et il va devoir voler les tomes et repartir avec Jorah qui va le protéger? J'ai un peu plus développé une des deux hypothèses parce que j'y crois plus. Bah écoute, moi je pense vraiment que Sam ne va pas quitter la citadelle. Et par contre, cet épisode nous fait clairement comprendre que l'idée de la théorie comme quoi Sam c'est George R. R. Martin, elle est de plus en plus plausible, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est le narrateur, même s'il a toujours un rôle. Il joue toujours un rôle, là, il prévient John, il aide Jorah, etc. Tu sens vraiment que le personnage de Sam, qui est très important dans Game of Thrones, et surtout dans les livres, Il risque très important. de mourir d'obésité morbide. T'es dégueulasse. En fait, c'est Martin. La théorie, si je me rebase sur la vidéo d'Allociné, ils mettent Greux Martin et Samuel Tarly à côté, et ils font « Regardez, ils se ressemblent ». Tu sais, avec un espèce de vieux sous-entendu, genre « Regardez, ils sont tous les deux obèses, c'est qu'ils sont pas de parenté, tu sais ». Enfin bref, donc c'est effectivement le plus gros argument qui est apporté. Enfin bref. Donc on a Samuel Tarly qui va devoir donc s'échapper d'ici 2 épisodes des Mestres avec les bouquins. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, tu voulais parler du cunilingus de. Alors, moi, je veux parler Vergris. de Missandei et Vergris d'abord parce que c'est une très belle scène. Ensuite, Un peu longue. elle est un peu longue, c'est vrai. Ensuite, c'est une scène. On a beaucoup reproché à Game of Thrones de faire du nu pour faire du nu. Là, pour le coup, ça se justifiait pleinement. C'est vrai que Et alors c'était justifié à 50%. Non, mais là, elle avait du sens, cette scène-là. Vergris s'en va, ils ont développé leur romance. J'ai envie de dire, là, pour le coup, ça avait du sens. Mais alors, maintenant, la question que tout le monde se pose et il a fallu faire des recherches, c'est est-ce que Vergris peut ou pas? Eh bien, la question a une réponse. Figurez-vous que les Immaculés sont castrés totalement, c'est-à-dire qu'on leur a coupé les coucougnettes et le kiki également. Donc, quand Vergris monte sur Missandei et qu'elle gémit, parce qu'elle gémit légèrement, eh ben, on a donc l'hypothèse que dans le livre, les Immaculés n'ont plus de kiki et plus de coucouilles, mais dans la série, pour on va dire un peu plus de facilité, eh ben, les Immaculés se sont juste fait couper les testicules et ont gardé le reste de l'appareil. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à suivre Car sur Instagram, hein, c'est premier sur l'info. On enchaîne. YGK sur Pendant Instagram, que des gens posaient la question de qu'est-ce qu'on pense qu'il se passe si Jorah, avec sa peau de pierre, touche un marcheur blanc? Je sais pas. Ils fondent tous les deux, instantanément. C'est un peu comme le coca et les mentos, ils bouent et ils explosent. Terminons, mon cher Bigby, par les Ferney, la fameuse bataille navale. Resituons un petit peu. Yara, Ellaria, Sand et... Pendant que sur le chat, les gens ont une théorie qui, moi, me plaît beaucoup, plus que d'ailleurs tes différents points, qui dit que par amour, elle simule. Ça, je trouve ça vraiment mieux. Donc, on en est où? Les Ferney. Oui, alors, il y a la bataille navale, donc Ellaria, Yara et les Aspics des Sables sont dans un bateau. Le bateau se fait attaquer par Euron Greyjoy, ça on l'avait prédit, hein, il n'y avait pas de surprise là-dessus. C'était sous-entendu dans l'épisode 1, c'était très clairement compréhensible avec la preview de l'épisode 2. Cette scène, alors, il y a beaucoup de gens qui ont reproché la mise en scène, t'en as pensé quoi? Que la mise en scène était assez pauvre. Et qu'on sent vraiment que c'est un combat qu'ils ont ils ont voulu donner de l'ampleur. On voit plein de bateaux, etc., etc. Sauf qu'on comprend aussi très vite que le décor n'est que une proue de bateau et c'est tout. Tout le reste, c'est du fond vert. Chaque plan est plus ou moins bien fait. Il y en a certains qui sont très réussis, d'autres qui sont assez nazes. Et globalement, par rapport... En fait, une scène d'action, en termes de réalisation, souvent implique de surdécouper la scène. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup d'épée, bing, en fait, vous avez vu souvent l'accroche de ma main qui commence à serrer le pommeau, l'épée qui va commencer à s'abattre, puis le choc, etc., etc. Donc au lieu de faire peut-être 1 ou 2 plans par seconde, d'un seul coup on fait un plan toutes les demi-secondes. Donc on est obligé de surdécouper, ce qui est un problème de production, parce que du coup, si tu surdécoupes, tu dois filmer beaucoup plus de plans, tu dois faire beaucoup plus d'effets spéciaux, etc., etc. Et donc le problème, c'est qu'évidemment, là, comme on est un épisode 2, il n'y a pas le budget, il n'y a pas... forcément, c'est une réalisation qui est un petit peu pauvre, même s'il y a quelques coups d'éclat. Il y a
le moment avec les aspics, moi je trouve qu'il est très réussi. Quand il les tue toutes les deux, c'est très réussi. Ce plan est très réussi. On sent qu'ils ont fait exprès de choisir des plans où ils investissaient leur temps et leur argent en faisant des plans qui marquaient le public et des plans qui servent à rien. Mais par exemple, quand on voit Théon qui saute du bateau. Mais les bateaux, au fond, il y a un problème de colorimétrie, ils sont pas crédibles. Enfin, bref, mais globalement, c'est une bonne scène, mais pourquoi pas avoir fait un vrai parti pris et les avoir mis dans une cale. Et puis après, on aurait eu un plan large avec tous les bateaux en feu, etc. etc. Mais on se pose la question de pourquoi est-ce que Tyrion a oublié qu'il y avait une énorme flotte qui se baladait dans les mers, alors que Tyrion est extrêmement malin, que du coup, les Fernets qui se sont échappés du joug de Euron ont oublié qu'en fait, il y avait tous les Fernets qui étaient en train de voguer sur les mers. Donc ça, c'est vraiment chelou. Peut-être pas que Euron s'est déjà fait une bataille énorme. Tu sais, peut-être qu'Yara est partie, elle s'est dit, il y a qu'un putain d'arbre sur cette île, ils peuvent pas faire une flotte. Alors moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que Euron est le mec le plus chanceux du monde. C'est-à-dire que là, après la bataille, il revient donc à Port-Réal, direct, il va au PMU et il joue les cartes à gratter. Le mec parce qu'il est tombé sur le bateau qu'il fallait, quoi. Attends, c'est le bateau qu'il fallait, et surtout, le mec est capable de se faire poignarder à de très nombreuses reprises. Ça ne touchera jamais une artère. Jamais. Le mec, il s'est quand même pris genre 3-4 couteaux ici, un dans les couilles, deux dans c'est de chaque côté du cœur. Pas de problème, ça lui a fait ça lui crée une ventilation qui lui a permis d'avoir du coup plus d'aisance dans ses mouvements. Donc dans les faits, à la fin de cette scène, donc Yara, Tien et Larya Sand sont faites prisonnières. Il y a donc 2 aspics des sables qui tombent, 2 peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une dont on voit le décès et la deuxième dont on ne la voit pas mourir. Elle se fait étrangler, mais on ne voit pas son corps. Alors il y a. Si, on la voit à la fin dans le plan final. Ah bon ? Elle est morte ? Oui, au-dessus des bateaux, on la voit. C'est elle, t'es sûr ? Il y a 2 aspics et il a tué 2 aspics. Mais justement, moi j'ai une théorie sur. Attends 2 secondes. Je veux juste réagir au point de Ruben Andrade qui a fait un super chat en disant l'âme empoisonnée, point d'interrogation, Euron s'est fait trancher 2 à 3 fois. C'est effectivement la première question que je me suis posée en regardant la scène. Je me suis dit, bon, il aura capturé tout le monde, mais il est mort. Eh ben non. Bah non. C'est-à-dire que les aspics, on nous explique de long en large qu'elles empoisonnent. On se souvient, et là je ne parle pas des bouquins par rapport à la série, on se souvient que c'est exactement ce qui se passe avec Oberyn. Avec Oberyn, mais c'est exactement ce qui se passe avec les aspics quand elles s'attaquent à Jaime et Bronn. Ouais. Et le truc, c'est que là, non, elles ont oublié le poison à la maison. Et après, elles avaient peut-être pas leurs armes à elles. Si, attends, elles ont les lassos, elles ont les petits couteaux, les petits coutelas et tout. Ouais. Ça n'a complètement pas de sens. Alors, le truc sur les aspics, c'est qu'on sait qu'il y en a une qui est morte, ça c'est certain. La deuxième, elle se fait étrangler, et moi j'ai pas vu la suite, et ça m'a fait penser à ce qu'avait dit l'actrice qui joue l'aspic qui se fait étrangler. Donc c'est Jessica Henwick, actrice qui a eu son planning extrêmement chargé puisqu'elle a joué dans Iron Fist et qu'elle joue dans les Defenders. Et en fait, au moment du tournage de la saison 7 de Game of Thrones, elle avait plus le temps de. Oui, mais est-ce qu'on est sûr que c'est les aspics ? En fait, oui, parce que si tu regardes un vêtement, c'est les vêtements des aspics, et il y en a une qui est attachée à son lasso, et l'autre qui est transpercée par une lame. Ah ouais, qui sont leurs 2 armes. Les 2 mortes. Alors. Les aspics, en effet, les 2 sont décédés. Moi, j'avais un doute quand même sur Jessica Henwick, mais c'est pas étonnant vu qu'elle a un calendrier très chargé. À la base, il ne devait y en avoir qu'une seule qui meurt. Petite info comme ça, maintenant que c'est passé, on peut le dire. Les infos, c'était qu'il y en avait qu'une qui mourait sur les 3. Vénère, quand même. On s'en fout, c'est un lit qui n'arrivera jamais. Donc, à mon avis, ils ont dû changer leur programme à cause du succès que rencontre Jessica Henwick sur Iron Fist et The Defenders, et du coup de sa forte présence donc dans la série donc The Defenders où il y aura tous les personnages développés par Marvel Netflix. Voilà pour cet épisode sur la chaîne. Cette semaine, on va vous faire la preview. On va également vous faire des petites vidéos théories. Celle sur Bran, il faut la voir, c'est la théorie qui me plaît le plus en ce moment. Et on casse les pattes arrière. Comment dire ça de manière propre ? J'ai l'impression que c'est un peu grossier. On défonce l'arrière-train. Non, c'est pas bon non plus. On fait un truc extrêmement intéressant autour de Bran et qui n'est absolument pas la théorie dont beaucoup de personnes sont en train de parler en ce moment et que je trouve beaucoup plus intéressante. Et il y a de plus en plus de preuves sur cette théorie qui peut-être
donnera une première idée de quoi ressemblera la fin de Game of Thrones. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être en live, puisque l'ami Big B est en vacances, donc on verra comment on s'organise. Il sera là. On croise les doigts, et même les doigts de pied, hein, vous le voyez pas parce qu'on a des chaussures, mais on le fait. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille chez SFR, Bouygues ou Orange, n'hésitez pas à leur dire de nous contacter. On cherche un partenariat. Je vais dans un endroit où il n'y a pas d'internet. Mais non, mais tu sais que je me suis dit, est-ce que je contacte pas SFR Orange? Mais si vous connaissez quelqu'un qui, nous sommes preneurs du contact. En tout cas, on va essayer de mettre en place un dispositif particulièrement machiavélique pour pouvoir faire un live en différé. Sur le chat, il y a Nightbot qui a suspendu HBO. Ah oui, non, on déconne pas. HBO, c'est pas parce que tu as tourné et que tu connais la suite que tu vas te permettre de spoil sur le chat. Et pendant qu'il y a Pazi qui nous dit qu'il est court ce live, bande de FDP. Et bon, j'ai rajouté le bande de FDP. Et le truc, c'est que oui, il est court. Pourquoi? Parce que comme c'est les vacances, que nous ne sommes que deux et que nous voulons quand même essayer d'avoir suffisamment de vidéos sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de trucs intéressants à dire et que malheureusement, du coup, si on enchaînait tous les lives, nous vous spoilerions d'affilée Game of Thrones, puis Walking Dead, puis Justice League, puis ensuite Westworld, eh bien, nous avons préféré, nous sommes obligés du coup de faire ça en VOD. oui. Voilà. La vidéo sur The Walking Dead sort cette semaine, etc. Enfin, vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent. On vous dit à tous et à toutes une bonne fin de soirée. On vous fait des bisous. Ciao!